Hello à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites, mais également des particuliers qui souhaitent développer la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez un projet de location saisonnière ou si vous venez de lancer votre propre location touristique, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Retrouvez également tous mes conseils et mes ressources gratuites sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Alexandre Comte, ex-directeur de Locaux Hôtel Grenoble. J'ai rencontré Alexandre en 2017 lors d'un événement professionnel. Il était alors directeur d'hôtel au sein du groupe Oco Hôtel et dirigeait l'établissement de Grenoble et moi, consultante en marketing digital pour les entreprises. J'ai très vite admiré Alexandre pour sa capacité à développer la notoriété de son établissement dont personne ne connaissait alors à l'époque le groupe hôtelier indépendant. Il a su jouer de son réseau, développer son marketing relationnel et surtout, il a à mon sens incarné sa marque, son entreprise. Dans cet épisode, Alexandre va revenir sur sa stratégie de personal branding, de marketing relationnel et va nous partager ses conseils pour attirer des événements au sein de son établissement. On parlera également aussi de tourisme d'affaires puisque cette clientèle de voyageurs représentait 80% de son activité. Laissez-moi vous prévenir tout de suite, il y a de superbes stratégies à reproduire de votre côté, que ce soit en termes de mindset entrepreneurial ou de stratégie de réseaux sociaux. Retrouvez d'ores et déjà Alexandre Comte sur Instagram et sur LinkedIn sous son profil Alexandre Comte. Petit rappel avant de vous laisser avec mon échange avec Alexandre, je vous rappelle que le guide PDF Créer son plan média pour booster sa notoriété est désormais disponible sur mon site sur yenbui.fr dans la rubrique bonus. Vous pouvez également retrouver ce plan média expliqué en podcast sur l'épisode 31. Allez, je vous laisse maintenant découvrir mon échange avec Alexandre et je vous retrouve à la fin de cette interview pour la conclusion. Belle écoute à tous. Hello Alexandre, vraiment ravie de retracer ton parcours aujourd'hui dans cet épisode du podcast. Déjà, j'avais envie de commencer par parler de toi, de ton expérience de directeur d'hôtel au sein du groupe Oco Hôtel. C'est là-bas que je t'ai connu. Ça fait bientôt 20 ans que tu baignes dans le monde de la gestion hôtelière à tous les niveaux, parce que tu as été successivement commercial, directeur de restauration, chef de service commercial, directeur d'hôtel, et sans oublier d'ailleurs les cours que tu dispenses en organisation et gestion d'établissement à l'IAE de Grenoble. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous partager ton retour d'expérience en tant que directeur d'hôtel et surtout nous raconter l'histoire du développement de cet hôtel auquel tu as participé à son lancement en 2014 ? Ravi de partager ce moment avec toi, Yann, merci beaucoup. Donc effectivement, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie et au cours d'une de mes expériences, j'ai eu la chance de faire de nombreux trajets entre mes deux établissements que je gérais. Et sur ce trajet, j'avais la construction de l'hôtel Oco qui se faisait et un jour, un grand panneau 4x3 est apparu avec ici Vinci construit l'hôtel Oco. Je me suis renseigné et ça a été voilà, le premier pas dans cette aventure parce que j'ai ressenti dès le départ ce côté différent dans la façon de présenter l'hôtellerie, ce qui a été pour moi l'élément déclencheur de cette expérience. Donc l'aventure Oco, c'était le deuxième établissement qui ouvrait puisque le premier avait ouvert 6 mois plus tôt à Nantes. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de faire le vrai démarrage de l'enseigne et d'y participer activement, ce qui était une riche expérience. D'accord, une enseigne que tu connaissais pas de nom à la base. Alors, qui avait une notoriété proche de zéro et Solène Devis ne m'en voudra pas de dire ça, parce que c'était vraiment le démarrage au tout départ. Donc oui, c'est parti de zéro. Et moi, je suis arrivé au bureau en disant je tape au co-hôtel et je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être. D'accord. Hormis que c'était simplement voilà, hôtel 4 étoiles, donc j'avais le nom et 4 étoiles. C'était les seuls éléments que j'avais au tout départ. Ok. Et puis la particularité de cet hôtel, enfin de l'emplacement en tout cas géographique, proche de la CCI de Grenoble notamment, a fait qu'en fait tu t'es beaucoup développé sur le marché plutôt corporate B2B. Exactement. Alors pour deux raisons. Un, parce que l'emplacement
on dit souvent que c'est l'élément précurseur d'une bonne stratégie dans l'hôtellerie. Il y a trois règles à respecter, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc là, on est vraiment sur un emplacement premium en cœur de ville de Grenoble, proche effectivement de la CCI, proche des grands axes routiers aussi, qui amènent aux centres d'affaires qui sont présents tout autour de Grenoble. Et parce que cette marque aussi a la vocation de se développer sur ce marché B2B particulièrement. Donc c'était ça qui était voilà, c'est le bon hôtel à la bonne place. D'accord. Du coup, au final, est-ce que tu peux nous partager la part que représentait dans le chiffre d'affaires le tourisme d'affaires, justement? Est-ce qu'on était sur du 50-50, 40-60? On était jusqu'où? Alors, on a été, alors au tout démarrage, on était vraiment sur principalement que de la clientèle d'affaires parce que on était sur alors déjà on a ouvert enfin l'ouverture s'est faite en 2014. Il y avait un marché qui était très très particulier à ce moment-là et on a ouvert au mois d'octobre qui était en plein dans une période qui était plutôt une période affaires à 100%. Donc on a vraiment démarré avec tout le travail qu'on avait fait avec Marie Saboureau, qui était ma directrice adjointe à ce moment-là, qui était aussi une ancienne commerciale. Donc, on avait fait un gros travail déjà de pré-commercialisation sur le marché corporate, ce qui fait qu'on a attaqué sur notre cœur de cible directement. Et je dirais que le marché loisir est arrivé assez rapidement derrière sur les vacances de Noël et plus par opportunité. Donc, on a commencé, on était au démarrage plutôt à 80-20. Et ça s'est au final équilibré sur la logique de marché à Grenoble, qui tourne autour de 65-70. Alors c'est très très saisonnalisé. Mm, Donc on a des périodes très business et juillet-août qui sont voilà beaucoup plus loisirs. Les vacances scolaires, les périodes de fête sont un petit peu plus équilibrées. Ce qui donne au total à peu près sur l'année, ça doit être du 70-30 entre la clientèle business à 70% et loisirs à 30%. D'accord. C'est le marché grenoblois qui est un peu comme ça. Ok. Il y avait une particularité aussi sur le groupe Oco Hotel, c'est quand même ils t'ont laissé libre d'incarner toi-même la marque à l'échelle locale, ce que je trouve vraiment bien. C'est-à-dire que comme tu dis, c'est toi qui allais commercialiser, tu as vraiment communiqué à l'échelle locale sur Alexandre Comte, directeur de l'Oco Hotel Grenoble, et tu as vraiment été allé chercher des clients quoi, par toi-même. Alors, c'est exactement ça. Olivier Devis, qui est le fondateur de d'Oco Hotel, a toujours dit que les cadres qui recrutaient dans ces établissements, et c'est ce qu'il avait fait sur ses expériences passées également, c'était de vraiment responsabiliser les directeurs d'établissement comme des chefs d'entreprise. Et on avait notre business unit et on gérait les ressources humaines. Alors, dans un cadre budgétaire, bien sûr, hein, qui était défini avec le siège d'Oco Hotels, mais ça a toujours été voilà la liberté de d'action au niveau local, comme voilà comme enfin, c'est pas comme si c'était mon hôtel parce que c'était mon hôtel. Enfin, ça a été mon C'est comme hôtel si pendant c'était six ton ans. entreprise quoi. C'était mon entreprise, c'était mon équipe, c'était voilà avec le soutien d'une équipe siège, avec la structure d'un service comptabilité centralisé, avec du management quand il y avait besoin de soutien de ma directrice des opérations. Mais au quotidien, on était un binôme de direction. C'est toujours un directeur ou une directrice et un adjoint ou une adjointe. Et on gérait notre équipe, notre commercialisation, notre communication au niveau local, dans le cadre global qui est fixé par la marque, mais avec la liberté de gérer en local. Et d'ailleurs, en parlant de philosophie propre à la tienne, il y a quelque chose que tu m'as expliqué quand on a préparé cette interview, c'est que tu avais vraiment cette philosophie de dire nous, on fonctionne en mode journée portes ouvertes 365 jours par an. J'ai bien aimé cette Exactement. phrase, elle m'a marqué, et tu veux en dire un mot? Alors c'est vrai que pour la petite anecdote, on a ouvert en 1er octobre 2014. Donc c'était voilà, c'est des dates qui marquent comme Mm. ça. Et la Chambre de commerce de Grenoble organisait au mois de novembre, alors j'ai envie de dire entre le mi-novembre, ce qui était un événement annuel qui se faisait et qui était les journées portes ouvertes. Donc, toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité étaient invitées à ouvrir leurs portes. Et avec Marie, on s'était inscrit dans ce projet-là assez rapidement parce que enfin, pour nous, c'était plus un vecteur utile pour se faire connaître Bien sûr. sur l'ensemble des marchés.
Donc, on avait préparé ça en préouverture, on a concrétisé ça au moment de l'ouverture, on a fait les journées portes ouvertes, et tout de suite derrière, on s'est dit, en fait, il faut qu'on reste sur ce mode-là, c'est-à-dire qu'on avait tout préparé, on avait toujours, alors, toi, tu connais l'établissement, mais c'était plus simple. Voilà, la réception, l'accueil était au premier étage, l'espace club au premier étage, on avait des chambres au premier étage, des salles de sport au premier étage. Donc, en fait, on avait à proximité Un une lieu de vie, quoi. visibilité, un lieu de Ouais, vie ouais. et la facilité de montrer en fait l'ensemble de la vie de l'établissement à n'importe qui se présenterait presque à n'importe quel moment. Et en fait, c'était un peu ça la philosophie, c'était de dire on est en journée porte ouverte 365 jours par an, on part de quasi zéro en termes de notoriété, on a besoin de se faire connaître sur notre marché. On a aussi besoin de faire connaître la marque et qui a une répercussion un petit peu plus grande au niveau national, voire international, puisqu'on avait une clientèle aussi très internationale. Et donc l'idée, c'était ça, c'était de dire, bah, voilà, on est les ambassadeurs de Oco à Grenoble. Ça pourra servir Grenoble, évidemment, parce que c'était notre objectif. Mais ça servira aussi Nantes qui était ouvert, Lyon qui a ouvert juste après Tout à nous, fait, oui. et les établissements qui arrivaient les uns derrière les autres, parce qu'aujourd'hui, c'est 14 hôtels qui sont ouverts. D'accord. Ok. Alors, comme je l'ai dit en intro, c'est vrai que tu étais déjà connu sur le bassin grenoblois. Tu as détecté assez rapidement l'intérêt d'intégrer des réseaux professionnels. C'est d'ailleurs comme ça que nous, on s'est rencontrés, pour développer donc la notoriété de ton établissement. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as développé ta stratégie, comment tu l'as posée, ta stratégie de marketing relationnel? Comment ça t'a permis d'organiser au fur et à mesure de nombreux événements, justement dans ce fameux espace club, un espace que je connais très bien, effectivement, parce que effectivement, le logo hôtel de Grenoble n'avait pas d'espace séminaire, mais tu as transformé un espace lounge club en lieu convivial d'accueil, et voilà, et ça t'a permis d'organiser ces événements. Est-ce que tu peux nous raconter comment, d'une stratégie de marketing où tu vas vers les gens, de personal branding, tu arrives à derrière concrétiser et accueillir des événements? Alors, c'est un petit peu comme ce qu'on a dit juste avant par rapport aux journées portes ouvertes. Alors, c'est vrai que c'est plus facile quand on est déjà présent sur un marché, on a déjà ses contacts, on arrive avec un bagage relationnel qui est déjà existant, ce qui est quelque chose d'intéressant. Donc moi, j'avais déjà mes portes d'entrée à l'Office du tourisme, à la Chambre de commerce, au Bureau des congrès, etc. Donc ça a permis de très très rapidement réactiver tous ces réseaux et de dire, bah, on arrive, on a un établissement, on est ouvert. Déjà, venez nous voir, parce qu'on a fait beaucoup de rendez-vous, venez nous voir, on vous présente. Et donc, on a fait un club MICE assez rapidement. On a tout de suite enclenché le partenariat avec la Chambre de commerce et avec Ecobiz, parce que ça nous paraissait, alors, un, utile et deux, intéressant de partager, parce que voilà, à chaque fois, on donne, mais c'est aussi avec l'objectif de recevoir derrière. Tout à fait. C'est très souvent ce qu'on dit quand on parle de réseau, c'est il faut donner avant de recevoir. Et là, l'idée, c'était de partager. Un, parce qu'on avait besoin de faire découvrir, et puis qu'on s'est dit que voilà, on avait des arguments plus que très intéressants. On arrivait avec une offre qui était très novatrice, Mm. avec un concept complètement différent, avec la volonté de changer l'image de l'hôtellerie et ce que ça pouvait être, et avec les particularités, effectivement, tu l'as dit, de dire on n'avait pas de salle de séminaire et enfin, l'établissement n'a pas de salle de séminaire, mais avec un espace club, et a un espace club qui fait 180 mètres carrés, et de s'en servir comme une force, de dire bah, justement, on ne fera pas un séminaire classique comme on peut le faire, et comme nos collègues chez Novotel, chez Mercure ou dans des hôtels indépendants le font très bien avec des formules qui existent, qui fonctionnent, dans des études, etc. Et c'est très bien parce qu'il en faut. On avait juste la carte un petit peu différente de l'espace club et qui nous a paru plus intéressant d'axer sur justement les échanges au moment des réseaux. Donc on faisait bah, une fois par mois, il y avait les cafés de certains clubs Ecobiz. Bah, c'était autour d'un café et voilà, Mhm. donc on bougeait le mobilier dans l'espace club parce que ça s'y prêtait. Et ça permettait voilà, de faire vivre et l'établissement et le club en question Ecobiz ou un club Mice ou une journée porte ouverte, ou, etc., etc. Et donc de se servir du lieu, de le travailler et que ça serve le réseau. D'accord. Donc ça nous a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de contacts aussi, parce que par ricochet, bah, quelqu'un qui participe à un événement se dit il Ça, y a je un petit connaissais pas, déclic. ouais. Ouais. Ouais, voilà.
je connaissais pas, ça me plaît, ou c'est aussi arrivé qu'il y a des gens qui me disent non, moi ça me convient pas, et j'ai besoin d'un cadre beaucoup plus classique, et c'est complètement respectable. Voilà, il faut toutes les offres sur le marché. Et donc là, on arrivait avec une offre peut-être un petit peu différente. Oui, tout à fait. Et alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, on va quand même rapidement décrire. Donc, tu as dit que l'espace club, c'était effectivement un espace de 180 mètres carrés, avec vraiment des coins. C'est plutôt un espace lounge où il y a vraiment ce côté canapé. Je patiente avec une très belle terrasse aussi. Et un coin vraiment café, libre service moyennant en fait un pass quand tu arrives à l'espace club, sauf pour les C'est clients, il me ça. semble. Et, euh, et donc voilà, avec une grande table, une immense table partagée, une table haute partagée, et effectivement un petit coin snacking, la possibilité d'imprimer ses documents si j'ai bonne mémoire. Et moi-même, j'avais effectivement organisé aussi une mini formation là-bas. Juste avec une télé, tu m'avais installé une télé dans un coin. On était sur une table basse et dans nos canapés avec nos cafés. Et c'est vrai que ça rend tout de suite l'échange beaucoup plus convivial, beaucoup moins cérémonieux, on va dire. Et effectivement, ça change des salles de séminaire où tu as le grand écran, le vidéoprojecteur et tout le monde en U, quoi, face au présentateur. Là, on est quelque chose de beaucoup plus informel et vraiment dans l'esprit même du réseautage, en fait. C'est ce que j'avais aimé, moi. Alors, c'est un petit peu, c'est exactement ça. Et donc, tu as de très bonne mémoire déjà. Ouais. Et en plus de ça, je dirais qu'aujourd'hui, alors, je dirais quand on regarde un petit peu le paysage de l'organisation d'événements et particulièrement sur ce segment séminaire, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, moi, il y a déjà, alors, je ne vais pas parler comme un dinosaure, mais il y a déjà quelques années commercial dans un hôtel, on faisait quasiment voilà, que de la formation en U, en théâtre. Etc. On était sur une salle, il y avait un moment de pause, c'était très rythmé, très cadré, voilà, c'est parce que ça s'était toujours fait comme ça. Moi, je me rappelle d'une phrase de Solène Davis qui disait toujours la réponse à la question, c'est parce que ça s'est toujours fait comme ça nous donnait mal à la tête. Et c'est ce qu'elle a dit avec Olivier Devis quand ils ont conçu le concept au Hotel, c'était de dire il faut justement parce qu'on a toujours fait comme ça, il faut qu'on trouve une solution pour faire différemment. Et c'était un petit peu, enfin moi c'est en tout cas ce qui m'a fortement attiré au tout départ, c'était de dire de proposer quelque chose de différent. Donc ça nous paraissait naturel. Alors avec Marie qui était mon adjointe au départ et avec Michel qui est arrivé juste après, de faire vivre ça alors à travers nos équipes sur l'humain et sur l'offre qu'on pouvait proposer, de dire bah, justement on a un espace qui va être un peu plus l'espace coworking. Aujourd'hui, ce serait l'esprit coworking où j'ai Oui. une table, je peux travailler, je peux bouger, je peux faire un rendez-vous. Alors c'est vrai voilà, il y a des réunions qui s'y prêtent un petit peu moins. On ne fait pas un codir dans un espace Non. ouvert parce qu'il y a des informations confidentielles. Mais Et une pour ça, il y a rencontre, des mais des rencontres, des voilà, premiers échanges, c'est ce que ouais, je faisais aussi. Je donnais rendez-vous mm, c'est parce ça. que j'avais pas mon propre bureau à l'époque. Et c'est vrai que c'était génial parce que d'une part, je le faisais découvrir parce que j'aimais bien cet espace, j'aimais bien le faire découvrir. Et en plus, bah, pour une première rencontre, c'était vraiment convivial, vraiment agréable, sans dire d'aller déjeuner si t'as envie de faire un café plus tôt. Enfin voilà, c'était avec plutôt un côté calme quand même, euh, avec des espaces enfin voilà, bien distincts. Et du coup, même les clients, ils étaient pas gênés. Enfin, j'espère qu'on les gênait pas en tout cas. Non, mais je pense que c'est ça. C'est vraiment, pardon, je te coupe, mais c'est vraiment. Alors le calme, il a deux jeux. C'est aujourd'hui calme, c'est comme à la maison. Et c'est Ah aussi un oui, petit peu c'est vrai. l'esprit. Moi j'ai souvent pris cette image de dire quand on recevait des gens, c'était facile. On avait un espace club de 180 mètres carrés. C'est un peu comme si bah, je recevais des gens chez À moi dans mon l'apéro, salon ouais. à l'apéro, partager un verre de vin, etc. Et donc, il y a vraiment l'esprit convivialité dans un salon qui fait 180 mètres carrés. Alors, je vous rassure, je n'ai pas un salon qui fait 180 mètres carrés, mais voilà, Ouais. enfin, c'est un cadre très, très atypique et très sympathique pour ça. Du coup, tu as intégré tous ces réseaux professionnels physiques, mais tu as été Oui. aussi très présent de manière plutôt régulière sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, LinkedIn. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu y faisais, quel type de contenu en fait tu partageais à cette époque, et est-ce que à ce moment-là, donc pour moi c'était les allez, 2016-2020, on va dire, c'est là où à peu près moi j'ai échangé avec toi. Est-ce qu'à l'époque déjà la notion de calendrier éditorial c'était quelque chose, tu savais ce que tu voulais partager à chaque fois, comment tu t'organisais?
Alors, une petite particularité dans le monde d'Oco Hotel, c'était aussi que dès le départ, à l'origine, à l'ouverture du premier établissement à Nantes en janvier 2014, dans l'équipe siège, il y avait une community manager. Donc, ça veut dire que dans l'ADN de la marque, c'était déjà ancré que la communication, elle allait passer aussi par les réseaux sociaux. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur ça parce que ça faisait partie de l'ADN de la marque. Et il y avait juste deux choses. Il y a la communication Oco Hotel et la marque Oco Hotel qui communique avec sa ligne éditoriale, avec son calendrier, etc. Et chaque directeur et directeur adjoint, voire même chaque membre de l'équipe, avait la possibilité de partager les moments avec le respect, bien sûr, de la ligne éditoriale qui était fixée. Et nous, ça nous paraissait naturel de partager les événements, de partager les bonnes adresses, parce que ça fait aussi partie de l'ADN de quand on est un hôte et qu'on a envie de recevoir comme il faut ses clients, c'était de dire, il y avait une nouvelle adresse, on partageait une nouvelle adresse. Alors moi, j'ai toujours été un peu gourmand, et je suis d'ailleurs toujours un peu gourmand. Mais, euh, mais c'est voilà, c'est aussi ça le plaisir de partager la bonne adresse, la bonne recette de temps en temps. Donc, alors sans dire que c'était une ligne éditoriale, parce que j'avais très clairement pas à ce moment-là réfléchi à ça dans un cadre très posé. Mais aujourd'hui, avec le recul, ça paraît naturel de se dire oui, il faut réfléchir avec une logique, avec un calendrier, avec C'est-à-dire des éléments. Donc nous, on avait à les inciter de sortir de chez toi, en fait, aussi. Les inciter à aller découvrir la ville, à aller visiter la ville et leur donner tes petites adresses. De la même manière, de toute façon, quand tu pars en vacances, t'aimes bien demander aux locaux où est-ce qu'ils aiment bien aller, en fait, en général. C'est le même principe. C'est tout à fait ça. Alors, il y avait cette particularité, c'est que l'établissement n'a pas de restaurant. Oui, aussi, c'est vrai. Ce serait probablement différent si on avait un restaurant. L'établissement, enfin l'hôtel ou la chambre d'hôte ou quelle que soit la typologie d'hébergement, mais qui offre une offre de restauration sur place, aura, j'ai envie de dire, j'espère, économiquement tendance à dire je vais aussi vendre mon offre de restauration. Mais il faut savoir, à un moment donné, dire mon client, il a un besoin, et si j'offre pas ce besoin, enfin, je réponds pas à ce besoin-là, je dois être en mesure de lui offrir ce à quoi il attend. Mm, mm. Si j'ai pas un restaurant gastronomique et que le client veut faire un anniversaire dans un restaurant gastronomique, c'est justement de mettre en avant aussi la complémentarité de l'offre pour lequel il va pas retrouver, enfin, il ne trouvera pas réponse à son besoin sur place. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai ma propre offre de service et l'important c'est pas d'essayer de fourguer mon offre, c'est vraiment de répondre à un besoin et si c'est pas par ma solution, c'est pas grave, du moment que je lui apporte une solution, c'est l'essentiel, c'est ce qui va retenir de toute façon. C'est exactement ça. Mm, Aujourd'hui, et alors encore plus enfin, on sait qu'il y a la prépondérance des OTA du partage d'avis en ligne, que le consommateur donne son avis beaucoup plus facilement tout à fait. aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment, voilà, quand on veut faire du service, enfin, l'hôtellerie et la restauration sont des métiers de service, c'est aussi avant tout, répondre aux besoins de nos clients. Aller faire du commercial pour faire du commercial, alors, je dénigrerai pas mes collègues qui font de la vente de voitures ou de la vente de cuisine ou quoi que ce soit, mais dans le service, et en tous les cas chez Oco, on souhaitait justement ne pas être catalogué de cette manière-là. Vendeur de photocopieurs, ça marche. Enfin, voilà, il y a plein de... L'idée, c'est vraiment, voilà, on est, d'ailleurs, on était des hôteliers, et on est des hôteliers quand on est chez Oco, mais j'ai envie de dire, j'ose espérer que chez Novotel, chez Mercure, dans un hôtel indépendant, on est tous des hôteliers avant même d'être des vendeurs. Oui, ouais, tout à fait. C'est Donc la savoir notion d'accueil et avoir de envie service. la notion d'accueil et de service. C'est ce Ok. qui est, ouais. Du coup, en termes de réseaux sociaux, pour en revenir là-dessus, tu avais une page Facebook. Oui, Une page locale, distincte oui. de celle du groupe OCO, et un compte Instagram LinkedIn. Tu peux nous dire comment tu dissociais les contenus, s'ils étaient dissociés, quelle était ta vision de Facebook, Instagram, LinkedIn? Alors oui, déjà, pour répondre à la question, donc, comme je le disais tout à l'heure, la marque enfin, son compte Instagram, son compte Facebook, et chaque établissement avait la déclinaison locale de la page Facebook. Bon, alors c'était un choix éditorial de ne pas avoir la déclinaison
du compte Instagram. C'est-à-dire que ce qui était communiqué sur Instagram, soit c'était nos pages pro, mais personnelles. Je sais pas si Mhm. c'est très Avec un clair, mais profil, enfin, en tout cas, avec un profil. avec un profil humain. Voilà, Ouais. c'était Alexandre, directeur, Michel, directeur adjoint. Enfin, voilà, on partageait le côté pro, mais à titre, pas au nom de la marque. Ce qui était un peu différent sur la page Facebook, parce que bah, alors déjà, on était en 2014, 2016, 2020. Aujourd'hui, ça aurait peut-être tendance à se modifier un petit peu, mais en tous les cas, c'était un vecteur de communication local. Et c'était ça l'idée. C'était que nous, on maîtrisait les vecteurs de communication et les canaux locaux. Après, sur le contenu, effectivement, bah, LinkedIn, c'était vraiment alors sur le recrutement, sur les partager ce qui se faisait en termes de formation des équipes, et notamment sur les événements pro, puisque c'était voilà, enfin, en tous les cas, c'est nous ce qui nous paraissait important, c'était de bien communiquer sur le pro. Facebook, c'était un petit peu plus généraliste, c'est-à-dire qu'on pouvait à la fois partager la bonne adresse, l'événement, etc. Instagram, on l'utilisait un petit peu moins régulièrement en ce temps-là. Mhm. C'était c'était moins enfin, c'était pas encore le réseau à la mode et que ça s'y prêtait peut-être moins. Aujourd'hui, on ferait probablement différemment. Et Ouais, c'est tu beaucoup plus la favoriserais sans doute communication Instagram. par l'image et par la vidéo. Mm. Mais il faut savoir évoluer. Après, c'est Voilà. vrai qu'à l'époque, Facebook servait beaucoup de site web, en fait, au final, pour beaucoup d'établissements, quels qu'ils soient. Si t'avais pas de site web, c'était pas grave, t'avais une page Facebook. Les gens avaient ce réflexe d'aller toujours chercher la page Facebook. Et du coup, pour récolter des avis, c'était super aussi pour toi, par ce Oui, biais-là. Mm. c'est ça. Alors, on a toujours dit, et je pense que, alors là, je vais peut-être pas me faire que des amis chez mes collègues hôteliers, mais c'est pas très grave. En tous les cas, Booking est là, enfin, est là depuis un certain temps et sera là aujourd'hui et demain. Expedia, pareil, HRS et tous les OTA seront présents. C'est une façon d'avoir des commerciaux présents dans 300, un peu plus de 300 pays, ou je ne sais pas combien il y a de pays dans le monde, mais voilà, sur l'ensemble de la planète. Aucune entreprise, et encore moins aucun hôtel indépendant, ne pourra se permettre d'avoir un commercial au Mexique, Tout à fait. aux États-Unis, en Asie, en Afrique, etc. Donc, il faut utiliser ces vecteurs-là. C'est un apport de chiffre d'affaires, un apport de clientèle qu'on ne toucherait pas si on n'était pas présent sur ces plateformes. Il faut arrêter de dire Booking, c'est des grands méchants. Ils sont là. Il faut juste les utiliser pour ce qu'on ne sait pas faire. Et là où Ouais. c'est dommage, c'est d'utiliser bah, ces réseaux-là pour faire de la commercialisation locale ou de la communication locale. Donc, faisons ce qu'on sait faire bien, c'est-à-dire être présent dans nos réseaux et sur les réseaux physiques et digitaux en local. Occupons le terrain en local et laissons la place à Booking sur le reste de la planète, et il y a largement de la place pour tout le monde. D'accord, ouais, j'aime bien ta vision là-dessus. Sur le côté vraiment, agissons à l'échelle locale sur nos propres réseaux et puis laissons aux OTA faire là où on n'y est pas, quoi. Allez, travailler En tous les cas, là où on n'y est pas. Mm. à passer du temps et à mettre de l'énergie, je pense que alors, la plupart des relations peuvent commencer, par exemple, par un contact sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux au sens large. L'idée, et j'espère que c'est toujours la philosophie de Michel qui aujourd'hui a pris ma place, continue, c'est de dire faisons venir les clients sur le lieu. Voilà, moi, aujourd'hui, je suis dans un autre secteur d'activité où on fait aussi du service. On dit la vente, elle se fait pas en ligne, elle se fait pas au téléphone. La meilleure vente, elle se fait sur place quand on a le client à côté de soi, Mm, pas mm. devant soi, pas, etc. Et c'est en ça, c'est la relation humaine. Et la vente ne sera que meilleure quand la relation elle est sur place. D'accord. On parlait tout à l'heure des événements essentiellement professionnels. Est-ce que, comme tu as parlé d'une clientèle de loisirs, tu as réussi aussi à attirer des événements autres que pro au sein de ton établissement? Alors, on s'y est attelé. Par exemple, on a fait pour le 14. Alors, il faudrait que je retrouve l'année dans mes souvenirs, mais c'était entre 2014 et 2019, c'est à peu près sûr. On a fait un événement pour la Saint-Valentin, par exemple. On avait eu une sollicitation d'un couple de musiciens qui sortaient leur album
qui sont toulonnais et qui avaient découvert l'établissement grâce au projet qui allait ouvrir à Loco Hôtel de Toulon. Ils avaient une date sur Grenoble et en fait, on a organisé un événement dans l'Espace Club. Donc, ils ont fait un concert privé. Super. 40 personnes environ, invitées, voilà, triées sur le volet, avec l'accès à l'espace club, donc avec l'apéritivo le soir, et le concert privé. C'était alors typiquement le genre d'action qui a un budget quasiment proche de zéro en termes de sortie de trésorerie, pas en termes de coût, mais en termes de sortie de trésorerie. C'est-à-dire que c'est de l'échange de marchandises. Eux, ils Hmm. viennent, on met à disposition une chambre pour la nuit, pour la personne qui les accompagne, parce qu'en général, il y a souvent une personne qui les accompagne. Et derrière, ça permet voilà, de faire venir les gens dans un espace, dans un contexte complètement différent. Et donc là, on n'avait pas du tout la cible, on n'était pas focalisé sur cible business, mais c'était justement plutôt sur les gens qui vont avoir envie de partager un bon moment autour d'une bonne musique, parce qu'en plus, voilà, c'était de la bonne musique. Donc c'est une façon différente de travailler, enfin, de travailler sur l'espace. Oui, vraiment dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, quoi, à ce moment-là. Exactement. Parce que du coup, Ouais. les invités, c'était tes invités à toi, c'était tes clients à toi, des VIP que tu Oui. as invités toi. Alors, c'est ce qu'on avait voulu faire. C'était vraiment concert privé avec l'idée de concert privé. Et c'est-à-dire que nous, on avait fait ce choix-là d'en faire un événement très, voilà, on aurait pu, enfin, la capacité du club, c'était autour d'une centaine de personnes. On aurait pu faire venir 100 personnes, mais ce qui était souhaité à la fois par les artistes, parce qu'ils avaient aussi leurs exigences. C'est pas des exigences, mais voilà, leur souhait par Mm. rapport à cet événement-là. Et nous, parce qu'on voulait faire quelque chose à taille humaine et de pouvoir justement avant le concert, avoir le temps de discuter avec les gens, enfin, en faire un vrai moment convivial. D'accord. Tu Et m'as en raconté. laissant de côté, en laissant de côté le côté justement purement business et justement ouais, le côté convivial. D'accord. Comme moi, tu as accueilli dans cet espace pas mal de personnes qui venaient travailler à la journée. Et tu m'as raconté une anecdote plutôt sympa sur cet humoriste qui est venu écrire son spectacle. euh, Ouais. qui est venu écrire son spectacle. Et je trouve ça vraiment drôle comme anecdote parce que c'est fort probable. Les artistes enfin, racontent souvent où est-ce qu'ils ont eu l'inspiration, comment quand un journaliste les interviewe, comment est venue leur inspiration, etc. Donc je me dis que ça fait quand même aussi une petite promo sympa pour l'hôtel, pour l'établissement. Euh, voilà, cette anecdote, t'en as eu d'autres comme ça ou pas? Mais c'est vrai que tu peux la raconter, hein, parce que... Euh, alors cette anecdote, oui, elle est intéressante parce que alors Michael Bièche, qui est un humoriste grenoblois, est fier d'être grenoblois, il le dit à chaque fois, était le parrain de Isère Gastronomie, la première édition d'Isère Gastronomie, dont on était aussi partenaire et donc pour lequel on a accueilli la conférence de presse de lancement. Donc Miguel a fait ses trois petits sketchs pendant la conférence de presse. Voilà, on a partagé un bon moment, tout le monde a rigolé, etc. Et peut-être quelques semaines après, il est revenu me voir et il me dit j'ai eu un déclic dans l'Espace Club, je sens l'inspiration venir, etc. Je me lance dans l'écriture de mon prochain spectacle et en fait, je vais écrire mon spectacle ici. Et donc, on a trouvé ce partenariat, encore une fois, gagnant-gagnant. Donc, où il venait partager des moments. Alors, lui, il le partageait aussi sur ses réseaux, donc ça permettait D'accord. voilà, donc il partageait ses moments et c'était, voilà, on lui donnait accès à l'Espace Club. Il a écrit son spectacle et on a été invité au lancement de son spectacle et ça en fait, voilà, quelque chose de. Aujourd'hui, Michael est un ami et c'est vraiment sur le côté relationnel. Alors après, tous les clients ne deviennent pas des amis, mais il y a comme tu disais, il y a des petits déclics qui font que, voilà, qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et l'idée, c'était ça. C'est vraiment de dire, bah, pour le client lambda, quand il vient dans l'espace, quand il vient à l'hôtel, il faut qu'il y ait ce petit déclic où il se sente comme à la maison, où il y ait cette envie de revenir. Si c'est pas à Grenoble, bah, c'est pas grave, mais bah, aujourd'hui, voilà, c'est une marque qui a plus d'une dizaine d'établissements et il y a moyen d'aller à Nantes, d'avoir ce même esprit, Oui, c'est retrouver l'esprit, un si petit, ça t'a plu, le c'est ça, concept, c'est ça, c'est de c'est dire, ça. tiens, quand je voyage, le premier réflexe ce serait de dire, est-ce que déjà il y a un Noco-hôtel est-ce qu'il y a un Noco-hôtel, quoi? Mm, tout Bah, à alors fait. moi, je travaille plus pour Ogo aujourd'hui.
Mais en avril, j'étais dans le secteur de Strasbourg et je devais passer ma nuit à Strasbourg. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de dire, j'ai regardé s'il y avait de la disponibilité chez Oco. Je trouve qu'Eleonora et non, elle n'est plus directrice parce qu'elle est partie, mais était directrice à ce moment-là. Et c'est aussi l'occasion, voilà, de revoir les collègues et de se dire, je sais que je vais passer un bon moment parce que même si c'est dans un contexte différent, voilà, Bah, c'est toujours comme à la maison. je prends pas de risque. C'est toujours comme à la maison. C'est exactement ça. Ouais, moi c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir. Alors pour la petite anecdote, j'ai pas mal travaillé aussi dans l'espace club et à tel point que j'ai aimé cet espace et je voulais vraiment que beaucoup le découvrent. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'organiser ma petite soirée de fin de première entreprise. Donc ça c'était en 2018, avant de rentrer, de devenir community manager pour le Devolui. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'en parlent encore hein, aujourd'hui en me disant ah oui, quand je retourne à Grenoble et que je recroise des contacts, c'est notre dernier souvenir ensemble en fait. Le dernier souvenir pro qu'on a eu, c'est cette fameuse soirée d'au revoir. Je sais plus combien on était, je crois qu'on était une quarantaine, on a raconté l'autre fois sur les photos. Ouais, exactement. Ouais. Et on a retrouvé les photos. Et c'est vrai que c'était vraiment un très bon moment. Et ça montrait aussi à toutes les personnes qui étaient donc des contacts professionnels, mais aussi des amis, de se rencontrer. Et ça m'est revenu à l'esprit que j'avais fait à l'époque, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait un Tinder business. J'avais créé des fiches profil pour tout le monde et en disant tiens tu devrais te connecter à telle personne et en fait en allant sur l'URL ouais j'avais fait le flashcode et en allant sur l'URL tu cherchais ta fiche et tu voyais vers qui je te faisais matcher professionnellement parlant. Et ça m'est revenu comme ça, j'en parlais à mon mari et je lui disais tiens j'avais organisé cette soirée et ça m'est revenu. Et voilà, l'idée c'était vraiment de ce côté, j'aimais vraiment bien, c'est ça, c'est réseauter, développer son réseau et rencontrer des nouveaux contacts, mais aussi dans un cadre convivial, pas un truc où il y a à chaque fois 100 personnes, mais plutôt voilà 40, 50. Moi je trouve que c'est plutôt une taille qui moi me correspond un peu plus. Et même si on a l'habitude de souvent se retrouver, pas les mêmes, mais on vivote quand même tous dans les mêmes réseaux, ça reste quand même des moments où y a ce côté parfois très formel, et puis là, il y avait ces côtés un peu informels et beaucoup plus agréables à mon sens. Donc j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Alors, pour la petite anecdote aussi, tu vois, quand tu dis c'est le format 40-50 personnes, c'est le bon format. Alors, je pense que, il y a la vraie première question, c'est le lien avec la capacité d'accueil du lieu. Mm, Si tu as 40 personnes dans 6000 mètres carrés, c'est pas la même chose. Enfin, le c'est sûr. rendu est pas le même. Mais en tous les cas, voilà, c'est d'avoir le côté vraiment d'adapter le nombre de convives à l'espace, c'est hyper important. Et on avait fait en 2019, Grenoble, c'était une ville hôte de la Coupe du Monde féminine de football. Et avec La Belle Ville, on avait fait une soirée partenariat justement pour le tirage au sort de la Coupe du Monde, donc le tirage au sort des groupes. Et là, c'était vraiment voilà, donc, en partenariat avec AGDA et La Belle Ville. On avait fait une soirée, donc on avait mis un mur de LED où on retransmettait le tirage au sort avec ce moment de partage. Alors là, c'était entre commerçants. Et justement, c'est aussi de dire, voilà, c'est pris indépendamment, chacun est pris dans son business. C'est un petit peu le même esprit que la chambre de commerce et que les clubs pro. Et c'est de dire, on faisait sortir les commerçants qui ont l'habitude d'être dans sa boulangerie, dans sa boucherie, dans son Oui. commerce, dans son commerce de meubles, et de venir partager un moment sympa pour le lancement avec, bon, il y avait un cadre événementiel, mais en tout cas, voilà, c'était C'est l'idée de intéressant, faire ouais. vivre aussi ces moments d'une manière un peu différente. C'est vraiment intéressant là ce que tu dis, parce que tu pointes du doigt le fait que, au-delà d'être dans un réseau pro qui est ton réseau de prédilection, à savoir tout ce qui est événementiel, tourisme, etc., il y a aussi la notion de tu es un commerçant dans un quartier, en fait. Exactement. Et donc il y a aussi cette part de la vie du quartier, cette intégration au sein d'un quartier, d'une association de commerçants. Et ça, beaucoup l'oublient, mais je le vois même dans les destinations touristiques, notamment là où j'ai travaillé, c'est que certains sont membres des associations de commerçants, mais oublient cette notion de communauté, en fait, d'entraide entre commerçants. Et même si on ne travaille pas ensemble aujourd'hui,
ça n'empêche pas que demain, je te connais et j'aurais pas de problème à aller envoyer des contacts chez toi parce que je préfère faire travailler les copains et les voisins, quoi. Donc j'aime Alors, bien nous, cette pour. notion de voilà, Ouais. pro, et oublions pas qu'on est implanté aussi dans un quartier et que il y a cette notion de réseau de proximité en fait. Alors, pour la petite histoire, donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le concept Coco, il n'y a pas de restaurant. Donc, nous, sur tous les offres événementielles, qu'elles soient très orientées pro, les soirées qu'on a fait un petit peu de manière différente, on avait toujours deux offres. C'était le plateau de fromage de Bernard Murabeau, qui est quand Meilleur même un ouvrier de champion du France. monde, voilà, meilleur ouvrier de France, et qui était trois rues derrière l'hôtel. Oui. Euh, et que voilà, donc on avait la chance d'avoir comme partenaire qui nous a confié l'hébergement des grands chefs qui sont venus pour la descente des alpages chaque année, etc. Donc Ah oui. c'était un vrai partenariat. Le retour, c'était que quand on recevait des gens chez nous, on mettait toujours, on proposait un plateau de fromage, un plateau de charcuterie, avec voilà, il s'est très très bien présenté les choses, donc ça permettait d'être dans l'offre. Et le complément, c'est Pete, la boulangerie, qui est juste de l'autre côté de la rue, les générations. Et c'est pareil, quand on faisait les mignardises, c'était tout naturel que les mignardises venaient des générations. Alors, parce que c'est la meilleure pâtisserie de Grenoble, mais ça, c'est un avis très, très personnel. Mais parce que c'était, voilà, c'est la boulangerie d'en face, c'est de la logique, effectivement, de commerce et d'échange au niveau très, très local. Alors, on ne pouvait pas faire plus local, parce que Et tu c'était vois, c'est de l'autre drôle. côté de la rue. Ce qui est vraiment drôle dans ce que tu racontes, c'est que j'aurais jamais imaginé qu'un meilleur ouvrier de France en fromagerie et la connexion avec un directeur d'hôtel pouvait se faire. Tu vois, je crois que le lien, je l'aurais pas fait de suite. Et Alors, il s'y ouais, prête. En fait, oui, carrément. Comme tu dis, sur la descente des alpages, donc il y a un événement qui a lieu d'ailleurs la semaine prochaine euh, exactement. pour la 12e édition. Euh, c'est vrai que je vois ce personnage-là avec sa fameuse moustache. Et je vois très bien, effectivement, sa passion du produit. On n'est pas meilleur ouvrier de France comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai que j'avais pas pensé que du fait d'aller chercher toi-même ces bons produits, parce que toi aussi tu es toujours à la recherche de qualité, mais qu'aussi derrière, lui-même pouvait aussi dire, mais c'est vrai que tu es à côté, quand je reçois des confrères, donc plutôt de prestige, c'est super sympa en fait d'avoir pensé à toi, quoi. Et de vouloir proposer aussi peut-être des hôtels différents. Euh, c'est aussi se démarquer aussi, peut-être marquer le coup et se démarquer par la même. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est vraiment l'esprit réseau, mais au sens très large. C'est qu'à un moment donné, on fait pas toujours les choses en se disant je vais récupérer quelque chose Mm. ou voilà. C'est que au tout départ, quand Bernard est venu nous voir et qu'il nous a dit est-ce qu'on peut faire un partenariat avec un tarif préférentiel parce que j'ai X chefs à héberger un vendredi soir et un samedi soir en période creuse. À un moment donné, je ne sais pas quel directeur d'établissement Aurait dit non. hôtelier qui dit non. Enfin, c'est juste inconcevable. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et derrière, voilà. Alors moi, j'habitais dans le quartier. J'allais me servir chez lui aussi. Et un jour, il me dit, on va courir demain matin 6 heures à la boutique. Et je pense que c'était peut-être un test. Le lendemain matin, j'étais à 6 heures à la boutique. Alors, je l'ai fait qu'une fois, hein, parce que 6 heures du matin, ça pique un peu les yeux pour aller courir. Mais il est comme ça. Et voilà, on a fait notre petit tour. On a fait le tour. On a fait le tour jusqu'à prendre un café chez Pete à l'île Verte. On est revenu. On a pris un café à sa boutique. Chacun est parti sur sa journée. Et en fait, voilà. Et maintenant, on se recroise. Quand on se recroise, c'est dans des contextes complètement différents. Parce que moi, j'ai changé un petit peu d'activité. Mais ça reste voilà, du relationnel, encore une fois, intelligent, en tous les Ouais, cas. c'est-à-dire qu'en fait, d'une action qui peut paraître anodine, comme tiens, j'organise là un événement, je vais aller chercher un plateau de fromage chez le commerçant du quartier, de ça peut devenir derrière, sans que tu t'y attendes, en fait, une réservation pour un grand groupe, quoi. Et, C'est ça. et comme quoi, toujours, voilà, vraiment ne jamais se fermer à une opportunité et se dire que tu peux réseauter tout le temps, sans arrêt, même chez tes commerçants de quartier. Alors, surtout parce que j'ai envie de dire, le côté hyper facile, et je suis désolé s'il y a des gens qui sont de chez Davigel ou Davifray ou des sociétés, et il en faut, et encore une fois, voilà, c'est pas une critique, mais
le côté simple pour un hôtelier, c'est de dire, je prends quelque chose de déjà tout fait chez un fournisseur où ça m'arrive livré et j'ai pas de questions à me poser. Mm. Voilà, là, c'est d'avoir déjà fait la démarche d'aller chez le commerçant, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est de créer ce relationnel avec un produit de qualité, un produit local. Et c'est aussi parce que ça correspondait à l'ADN de chez Oco. C'était de dire que, enfin voilà, l'idée c'était vraiment de proposer le meilleur du local. Mm. Je raconte souvent ça, mais la pâte à tartiner au petit déjeuner chez Oco, c'était pas du Nutella, parce que le Nutella, c'était. Alors c'est très bon, hein, j'ai fait un roulé au Nutella ce matin pour le petit déjeuner d'équipe. C'est très bon et c'est très pratique. Mais, euh, mais là, c'était de proposer la pâte à tartiner. À Grenoble, il y a Thierry Court qui fait une des Oui. meilleures pâtes à tartiner. Bah, on proposait sur le buffet du petit déjeuner la pâte à tartiner de chez Thierry Court. Parce que c'était logique. Le sourcing, il a toujours été fait en local. Et, euh, et c'est plus intelligent, entre guillemets, de dire on fait travailler aussi les commerçants locaux parce qu'on est tous dans on est tous dans le même bateau. Quitte à ce que demain, s'ils décident d'organiser un événement, une dégustation en avant-première avec une soirée VIP pour inviter ses clients, bah, en fait, il pensera aussi à toi. Alors, je pense, alors il faudrait poser la question à Nadège, mais je pense que le partenariat Isère Gastronomie, Vient de là. il est parti du fait que, alors, avec Thierry, on était en BTS ensemble, donc on se connaissait un petit peu de nos vies très, très d'avant. Mais je pense que c'est aussi venu de là. C'est parce que Thierry était à l'inauguration de Oco et que quand il a fallu organiser un événement et faire ça, peut-être qu'il a pensé à Oco pour le partenariat. Et en fait, c'est aussi entretenir ce réseau-là, de se dire, voilà, je connais quelqu'un, j'y repense, il est dans ce contexte-là et ça paraît, voilà, c'est l'entretien au quotidien de son réseau. Super. Ça, c'est une belle image du réseau que tu nous partages là. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'insuffler à tous les hébergeurs touristiques, même les loueurs particuliers, de vraiment penser aux acteurs locaux. Euh, c'est facile aujourd'hui, y a enfin c'est facile, de mettre en avant le produit local, le terroir local, parce que en plus de ça, les consommateurs français sont de plus en plus tournés vers le consommer mieux, le manger mieux. Moi, je le vois aussi quand je faisais la promotion du Dévoluy et des producteurs locaux. Tu fais un plateau où tu as le pain local avec les céréales qui ont été exploitées sur le territoire, avec la viande qui est élevée dans ton territoire, avec les fromages qui vont avec les bières brassées sur le territoire. Là, tu as un panel. Je peux te dire qu'il n'y a pas un journaliste, quand tu l'invites, qui te dit oh punaise, je préférerais autre chose. Non, parce qu'il y a ce côté terroir et quitte à faire venir aussi ces producteurs et qui parlent de leur passion aussi, ça marche aussi très bien. Et d'ailleurs, ces fameux produits, je venais en faire la promotion à Grenoble chaque année à la descente des alpages. Donc Mais cette année, ce ne sera pas moi, mais ouais. Mais c'est exactement ça, hein. Euh, Chez Oco, la particularité, c'est que la majorité des produits, dès que c'était possible, étaient sourcés en local. mhm, On l'a proposé pendant un temps, c'était bien sûr le gratin dauphinois. Alors, il faut trouver la bonne façon de mettre en œuvre le produit pour qu'il reste et qu'il soit qualitatif. Et quand on n'est pas un restaurateur, de proposer ça. Donc, il faut trouver la bonne solution. Mais on avait de la charcuterie qui venait du Trièves. Alors le whisky, sans que ce soit un whisky, c'était le domaine des Hautes Glaces qui fait aussi une distillerie dans le Trièves. Donc la pâte à tartiner par exemple. Donc c'était vraiment, on avait fait un vrai travail avec Solène et Victoria en pré-ouverture de l'établissement, en parallèle de la période de commercialisation, du recrutement des équipes. C'était le sourcing des produits ouais. et c'était un vrai bel exercice de dire, ça me permettait de faire découvrir la marque et ce qu'on souhaitait mettre dans l'offre de restauration, des produits sur le petit déjeuner, sur l'apéritif ou le soir, et de toujours se dire, j'ai des produits disponibles en local, je prends en priorité le produit disponible en local. Mm. Le coût, alors parce qu'il y a derrière, bien sûr qu'on reste des chefs d'entreprise et qu'il y a des budgets à respecter, qu'il y a enfin, une entreprise qui tourne, si derrière il n'y a pas de rentabilité, c'est pas une entreprise, hein, c'est une Mm, mm. association et on n'était pas dans un cadre associatif. Donc il y avait aussi un cadre budgétaire, mais malgré tout, à deux produits, le local un tout petit peu plus cher est toujours plus intéressant que l'industriel, même un tout petit peu moins cher.
Mais surtout dans un monde, enfin surtout dans le secteur du tourisme, ça s'y prête vraiment parce que des produits qui plaisent, tu aimes repartir avec des produits justement, si t'es pas très loin, de dire tiens j'ai adoré ces fromages, je vais aller en racheter et je vais les ramener chez moi ou je vais les offrir, tu vois. Et, Mm. euh, et je me souviens que tu proposais aussi des snackings des crétins des Alpes, des produits des crétins des Alpes. Hein, si j'ai bonne Ouais. mémoire, dans les vitrines, je les vois très bien pour les snackings. Tu vois, ça m'amène encore une autre idée, c'est que je vois aussi de plus en plus, et ça je trouve ça vraiment malin, des établissements, des gîtes, des maisons d'hôtes, qui maintenant de plus en plus font des petits corners. Un peu comme toi tu faisais aussi, Mm. des corners de vente. Hein. Enfin, tu peux déguster sur place, mais aussi te dire, bah tiens, je suis un peu showroom aussi, et je fais aussi corner, et si t'as pas envie d'aller courir toutes les boutiques avant de repartir parce que t'as pas le temps, c'est pas grave, tu peux aussi venir te servir chez moi et te faire un petit sac shopping et repartir. Ça, je trouve que je le vois de plus en plus et je trouve ça vraiment malin aussi. Avec de la bière locale, avec des produits qui sont faciles à transporter. Alors c'est sûr que tout ne s'y prête pas, mais Non, effectivement, il y a, un on saucisson, avait une les bière. biscuits de chalet parce que c'est aussi un produit local. Le café, il était sourcé, c'était du café Fréca qui est fait à Grenoble. Enfin, c'était une vraie logique. Et effectivement, dans la boutique, donc il y avait la boutique avec les produits boutiques et il y avait la boutique gourmande, on va dire. Mhm. Et effectivement, il y avait les produits des crétins des Alpes, Ouais. entre autres. Ça commence à me donner faim, tout ça. on va- on arrive à la fin. J'ai une dernière question pour toi. C'est si tu devais, la question, tu sais, à 1 million, si tu devais donner 3 super conseils à quelqu'un qui souhaite faire connaître son établissement et qui part de zéro, comme tu as fait. Qu'est-ce que tu Euh, retiens et qu'est-ce que pour toi reste les meilleurs conseils à donner pour quelqu'un qui démarre et qui a zéro notoriété, quoi. Eh ben, alors le premier, il est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais des journées portes ouvertes. C'est faites venir les gens chez vous et soyez toute l'année en journée porte ouverte. Alors avec il faut le dire à sa façon et avec ses mots liés à son lieu d'hébergement. Mais voilà, n'hésitez pas à faire entrer les gens chez vous et à les faire venir parce que c'est comme ça que c'est la meilleure façon. Voilà, c'est d'inviter les gens à rentrer dans votre univers. Donc c'est la première chose. Après, je dirais, c'est de vraiment être actif sur des réseaux. Alors après, on est tous pris par le temps, mais mais il faut voilà être présent, entretenir ce réseau parce que bah, tous les exemples que j'ai pu citer, il y en a des tas d'autres, mais je pense que c'est lié aussi au fait que bah, la relation elle se fait et les gens pensent à vous parce que vous êtes présent. Alors on est présent plus ou moins régulièrement en fonction de son emploi du temps, de ses capacités, de ses obligations, etc. Mais c'est de doser pour être présent. Alors pas toujours que sur des événements soit sportif, soit, enfin, voilà, il faut Varié être aussi. varié, voilà, sur la représentativité et ne pas être trop présent, parce que trop présent, bah, le risque, c'est de saouler un peu les gens. Il faut, voilà, il faut doser. Donc ça, c'est peut-être mon deuxième conseil. Et puis communiquer régulièrement sur les réseaux sociaux, parce que avoir sa stratégie de présence, c'est aussi ça. Donc, c'est communiquer, faire soit des posts, soit des stories plus ou moins régulièrement et avoir voilà, sa ligne éditoriale claire, parler de son métier, parler de ce qui vous impacte vous en tant que personne ou en tant qu'hôtelier, parce que c'est ce que vous transmettrez le plus facilement et le plus naturellement. Voilà, je pense que voilà, Ouais. J'aime bien cette conclusion de parler de soi, de son métier et des bons comme des mauvais moments parfois, hein, mais montrer aussi l'envers du décor, ça les gens adorent de toute façon ce côté envers du décor. Typiquement quand tu accueilles un événement, de montrer qu'il est en train de se passer quelque chose, qu'il y a enfin, les équipes sont en effervescence, etc. Ça attire forcément la curiosité et en plus tu vois un petit peu ben, le lieu, tu découvres le lieu qui parfois t'était fermé auparavant parce que tu n'avais pas osé franchir la porte. Et finalement, tu le découvres un petit peu dans des coulisses et parfois ça donne envie par curiosité d'aller voir. Ouais. Et alors pour peut-être terminer sur une dernière anecdote, on sait qu'aujourd'hui on a une vraie problématique de recrutement dans notre secteur et dans le secteur, enfin, voilà, il y a des vraies problématiques de recrutement dans beaucoup de secteurs.
Et nous, chez Oco, on avait fait du partenariat avec l'école hôtelière quelque chose de fort aussi, c'est-à-dire l'ensemble des élèves de l'école hôtelière de Grenoble sont passés à un moment donné, sur toute la durée où on était, et ils continuent avec Michel aujourd'hui, à dire donc soit en première, soit en BTS, soit à passer et à faire une visite de l'établissement où on parle de son métier, où on parle de faire découvrir le concept. Et pour la petite anecdote, j'ai fait la rentrée universitaire de la licence organisation et gestion des établissements de restauration à Grenoble il y a quelques semaines. Et l'intervenante qui intervient en gestion de projet était parmi ces visites-là, et elle me l'a rappelé en disant bah oui, effectivement, j'ai visité l'hôtel Oco quand vous étiez directeur chez Oco. Donc C'est comme drôle quoi, ça. et Ouais. c'était voilà, c'est 5 ans après, donc elle se souvenait que 5 ans après, elle avait visité l'établissement. Et en Génial. fait, c'est ça. Ça veut dire que bah, c'est aussi une Ça façon reste, d'entretenir. ça marque, Ouais, ça ça reste, marque. ça marche. C'est exactement ça. Super. Moi, j'aurai le plaisir de partager avec toi une nouvelle interview dans les mois à venir. On en reparlera. Là, on a parlé de ton parcours passé, mais il y a plein de belles choses qui arrivent. Et très très gros projet pour 2024 qui fera vraiment l'objet d'un épisode dédié parce que j'ai vraiment envie que tu nous racontes la naissance de ce projet de A à Z et notamment en termes de marketing communication, tout ce que tu auras déjà mis en place et les premiers effets. D'ici là, on va pouvoir te suivre sur ton compte Instagram, ton profil LinkedIn pour en savoir un petit peu plus. Je sais que pour l'instant, tu ne délivres pas tout encore, mais Ouais, je vais ça faire un peu commence. de je vais faire un peu de teasing, on va effectivement, et préparer cet épisode pour l'année prochaine. Ouais. Et puis d'ici là, toi comment on a aussi un autre gros projet qui arrive. Et Oui, parce que pour la petite anecdote, bah, moi j'attends un bébé qui arrive fin d'année, et puis toi c'est dans quelques jours. moi c'est dans quelques semaines, c'est prévu Donc on pour a, mi-octobre. ouais, et du coup on Enfin, c'est pas a, moi qui le porte, hein, mais c'est mon ouais, épouse mais qui fait le mais gros du travail, mais on n'a pas trop traîné, j'essaie de la soutenir. on n'a pas trop traîné pour faire cette interview et c'est super parce que moi ça m'a rappelé plein de super souvenirs et Ouais. comme quoi des réseaux professionnels. Bah regarde, 5 ans après, on se retrouve pour parler encore de ton métier et le mettre en avant et ça va te servir, j'espère en tout cas, à lancer ton nouveau projet. Donc comme quoi, ça fait toujours des petits bébés et c'est le cas de le dire. C'est exactement ça. J'allais dire mon prochain bébé, hormis mon fils qui arrive dans quelques semaines, ce sera aussi le projet que j'aurai l'occasion de vous présenter dans un prochain épisode avec grand plaisir. Et Ouais. merci encore pour ce moment de partage. C'est Bah, merci à toi. En tout très cas, sympa. bon, ça n'a pas, je suis absolument pas surprise, mais c'est vrai que ta philosophie m'a toujours plu, m'a beaucoup marqué. Et la preuve, c'est que tu vois, ça a marqué beaucoup plus de personnes. Enfin, ça a marqué énormément de personnes. La preuve, c'est que tu le vois au quotidien encore quand on t'en parle, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment agréable parce que tu vois que c'est sur le long terme. En fait, voilà, vraiment pour conclure, je dirais, développer son réseau, c'est des efforts à l'instant T. Et encore, on peut pas dire que ça nécessite de vrais efforts, ça demande du temps. Mais bon, c'est pas désagréable. Mais surtout, ça porte ses fruits sur le long terme et durant très longtemps, en fait. C'est ça Il qui faut est semer, intéressant. semer, semer C'est et ça. récolter un petit peu plus tard. Ouais, 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 tout à fait. Eh ben, merci pour ce petit mot de conclusion. Je te fais une grosse bise Voilà. et je te dis à très Merci à bientôt. toi et à très vite. Salut. Merci. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter Alexandre avec toutes ses anecdotes, tous ses conseils, toute sa stratégie, toute sa méthode. Comment est-ce que il va à la rencontre des commerçants, des producteurs et de sa clientèle, de ses clients business. J'espère vraiment que ces quelques conseils vous auront inspiré. En tout cas, pour ma part, je trouve que sa stratégie est vraiment à reproduire, sincèrement. En tout cas, comme d'habitude, retrouvez toutes les notes de cet épisode en description. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je pense qu'il mérite vraiment d'être partagé. Et n'hésitez pas, encore une fois, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix ou encore mieux, une note 5 étoiles pour me manifester votre enthousiasme à écouter toujours plus de conseils sur ce podcast. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine donc pour un nouveau conseil. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!